Mesdames et messieurs, ce n'est pas tous les jours que l'on peut accueillir au même moment et au même endroit les présidents en fonction des trois institutions politiques principales de l'Union européenne. Je crois même qu'en dehors des réunions liées à la vie quotidienne de l'Union, le fait soit assez rare. On se souviendra de la remise du prix Nobel de la paix à Oslo en décembre 2012 ou encore au Vatican lors de la messe inaugurale du pape François en mars 2013. Au moment de cette cérémonie, deux de nos trois lauréats arriveront d'ici quelques semaines au terme de leur mandat. M. Herman Van Rompuy aura présidé le Conseil européen qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement pendant 5 ans. M. José Manuel Barroso aura présidé la Commission européenne durant 10 ans. Le sens de cette cérémonie est donc d'abord et avant tout un geste de gratitude pour le devoir accompli. M. Martin Schulz, qui a présidé le Parlement européen pendant 2 ans et demi, a été à nouveau désigné en juin dernier pour présider l'Assemblée parlementaire directement élue par les citoyens pour un nouveau terme de 2 ans et demi. Une telle réélection est sans précédent. Que cette cérémonie soit aussi pour lui un geste d'encouragement dans ses fonctions. C'est donc un immense plaisir, tout autant qu'un honneur pour la Fondation Jean Monnet, pour l'Europe, de pouvoir accueillir ce soir 3 personnalités qui auront marqué l'histoire de l'intégration européenne. Car ces 5 dernières années auront été des années critiques, notamment pour l'intégrité de la zone euro. Souvenons-nous, en toile de fond, une crise financière provenant des États-Unis qui affecte également le secteur bancaire et les marchés financiers en Europe. En 2010, apparaît la crise grecque et plus généralement la crise des dettes souveraines dans plusieurs États membres de l'Union européenne. Une crise qui s'est parfois transformée en une crise économique et sociale exceptionnelle. D'aucuns ont spéculé même sur la sortie de la zone euro de certains États membres, voire sur la mort de la monnaie unique. C'est donc une crise majeure qui a secoué l'Union européenne dans son ensemble, vraiment une crise exceptionnelle. Si cette crise n'avait pas été gérée au mieux, avec courage, c'est tout l'édifice patiemment construit de l'Union européenne, y compris son marché intérieur, qui aurait pu être détricoté. Aujourd'hui, on peut espérer que le plus dur soit derrière nous. L'euro existe toujours, il est même peut-être trop fort, ça c'est toujours à discuter, et aucun membre n'a quitté la zone euro. Au contraire, cette dernière a encore accueilli 2 nouveaux membres depuis lors, l'Estonie en 2011 et la Lettonie en 2014. Dans ses mémoires, Jean Monnet fait remarquer, on l'a rappelé aujourd'hui, que les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. On notera avec intérêt que la crise à laquelle il fait allusion, c'est la crise de 1929. Cette crise l'éloignera du monde des affaires. Dans le même ordre d'idées, Jean Monnet a aussi écrit que l'Europe se ferait dans les crises et quelle serait la somme des solutions apportées à ces crises. Cette célèbre maxime semble à nouveau se vérifier. Lorsqu'on a conçu l'Union économique et monétaire à Maastricht, on savait que le pilier économique était faible. En 1997, j'étais moi-même président du Parlement européen
au moment de la négociation du traité d'Amsterdam. Le constat était le même. La volonté politique ne manquait pas chez les leaders, mais la situation chez eux n'était pas encore mûre. Il aura fallu cette nouvelle crise majeure pour commencer de remédier à ce défaut de départ. Aujourd'hui, non seulement l'Union européenne semble avoir traversé le gros de la tempête, mais de nouvelles avancées ont été réalisées dans l'exercice en commun des souverainetés nationales et dans le renforcement de la solidarité entre les États membres. Ces avancées, qui ne sont pas toujours connues ou appréciées à leur juste valeur, sont remarquables. L'avancée la plus impressionnante réside sans doute dans le renforcement de la discipline budgétaire, qui contraint les États membres à limiter leur déficit public annuel, la fameuse règle d'or, à se soumettre à une procédure commune de surveillance, voire de sanction, et les pousse à des arrangements de nature contractuelle sur les réformes qu'ils s'engagent à entreprendre. De nouveaux instruments de solidarité financière ont été créés pour aider les États en difficulté. Ces instruments trouvent leur aboutissement pour la zone euro dans le traité instituant le mécanisme européen de stabilité qui disposera de ressources à hauteur de 700 milliards d'euros. Une véritable union bancaire a vu le jour en se dotant d'une réglementation commune qui s'applique à plus de 8000 institutions financières de l'Europe. L'objectif est de protéger l'épargne des déposants en prévoyant notamment un système de garantie des dépôts ainsi qu'un mécanisme de résolution unique pour les banques défaillantes, tandis que la Banque centrale européenne se retrouve au centre de la supervision prudentielle de ces banques. De façon plus générale, la gouvernance économique s'est vue renforcée dans le cadre de la stratégie Europe 2020 visant à une croissance et un développement durable. Un nouveau mécanisme commun de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs a été mis en place. Un véritable tableau de bord des indicateurs économiques pour chaque État membre. Et ce ne sont là que les principales têtes de chapitre des réformes accomplies ces dernières années ou toujours en cours. L'ensemble est considérable. Comme le suggérait le président Jean-Claude Trichet lors de sa conférence à la Fondation en juin dernier, toutes ces avancées d'ordre économique et financier ont également renforcé de facto l'union politique. Je partage cette approche. L'union politique, ce n'est pas seulement pouvoir parler d'une seule voix sur la scène internationale ou encore donner à la démocratie européenne une forme de régime politique clair et abouti. C'est aussi de réussir à se mettre d'accord sur des questions politiquement sensibles comme celles qui sous-tendent la gouvernance économique au sens large. Le pire a été évité et d'une crise inouïe sont nés des progrès. Mais pour accomplir ces progrès, il aura fallu le courage et l'action des hommes. Car si je puis à nouveau paraphraser Jean Monnet, si rien n'est durable sans les institutions, rien n'est possible sans les hommes. Je pense d'abord aux dirigeants politiques et aux citoyens de certains États membres qui ont été particulièrement affectés par la crise. Ils ont dû consentir et consentent toujours, bon gré mal gré, des efforts immenses. Ce soir, notre fondation a voulu distinguer 3 hommes en particulier. D'abord, en ce qu'ils représentent 3 institutions qui ont pris les problèmes à bras-le-corps et ont trouvé des solutions, parfois dans l'urgence. Elles ont réussi à collaborer en bonne intelligence et surtout, elles ont su préserver les fondements et l'esprit
de l'Union communautaire, de la méthode communautaire. Certains ont pu s'inquiéter de la montée en puissance du Conseil européen et de la possible dérive intergouvernementale qui serait potentiellement source d'impuissance ou de diktat. On l'oublie parfois, Jean Monnet était favorable, il a même contribué dans ce sens, à l'institutionnalisation des réunions au sommet des chefs d'État ou de gouvernements nationaux pour faire office de gouvernement au niveau de l'Union européenne. Un tel gouvernement européen était considéré comme un progrès, du moins un passage obligé vers l'union politique. Il reste que la Commission européenne n'est pas restée inactive, bien au contraire. Sa contribution a été remarquable, notamment en matière législative, et ses pouvoirs exécutifs et de surveillance ont été renforcés. Je suis convaincu que les influences entre les institutions dites intergouvernementales et les institutions dites supranationales sont mutuelles. Elles s'exercent dans les deux sens. Un bon exemple de cette interaction réside dans le rapport d'Van Rompuy en décembre 2012 qui trace la feuille de route vers une véritable union économique et monétaire. Ce rapport a été réalisé en étroite collaboration, notamment avec le président de la Commission européenne, M. José Manuel Durán Barroso. La contribution du Parlement européen y est également reconnue, et j'ajouterai, en ce que je connais, que la contribution de certains États membres a été aussi importante en travaillant sur ce document de base. Ce n'a pas d'ailleurs empêché la Commission européenne de sortir quelques jours auparavant un projet détaillé sur le même sujet, son fameux blueprint réalisé de façon indépendante pour stimuler le débat. Le Parlement européen a joué son rôle de co-législateur dans les réformes. Il a aussi veillé au respect de la légitimité démocratique des mesures adoptées, parfois dans l'urgence. Par exemple, il n'a pas manqué d'être critique à l'égard du fonctionnement de la fameuse Troïka, composée de représentants de la Commission européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne qui négociaient les plans de sauvetage avec la Grèce, puis avec l'Irlande, le Portugal et Chypre, et dans l'aspect bancaire avec mon propre pays, l'Espagne. Les institutions sont restées dans leur rôle pour sortir de la crise tout en collaborant entre elles. Certes, la méthode communautaire n'est plus aujourd'hui celle du temps de Jean Monnet. C'est aussi la marque d'une émancipation vers une intégration politique plus poussée et plus démocratique. Mais l'esprit de la méthode subsiste, la recherche de l'intérêt commun et un processus de décision supranationale. Les trois personnalités que nous tenons à distinguer ce soir le sont aussi pour les qualités individuelles dont elles ont fait preuve toutes ces années. M. Van Rompuy a été apprécié par ses pairs pour son sens de la recherche du consensus et la façon dont il a façonné la nouvelle fonction de président européen. Pas seulement en primus inter pares ni en président exécutif, mais quelque chose entre les deux, en faiseur de consensus particulièrement doué. M. Schulz a eu beaucoup à faire pour coordonner les nombreux efforts consentis au sein du Parlement européen, que ce soit par les commissions parlementaires ou les groupes politiques. On retiendra aussi son engagement dans la négociation du cadre financier pluriannuel dans un contexte difficile lié à la crise économique et sa détermination dans le cadre de la procédure budgétaire épaulée par la Cour de justice.
Encore sa décision de s'engager à fond dans la mise en œuvre de la procédure d'élection du président de la Commission européenne selon le traité de Lisbonne a été cruciale pour la réussite de cette nouvelle avancée dans la participation citoyenne. De M. Durão Barroso, je voudrais mentionner son discours de Humboldt en mai dernier, entre les multiples choses que je pourrais mentionner. Un discours hors du commun, une sorte de testament politique qui couronne une action nourrie et sans relâche, ainsi qu'une pensée lucide et engagée sur l'avenir de la construction européenne. Les trois présidents distingués par la Fondation ont su maintenir un dialogue constant et positif entre les institutions à la tête desquelles ils se trouvent, mais aussi entre eux personnellement. Les réunions du Conseil européen, qui ont été nombreuses ces dernières années, et voilà une initiative importante de M. Van Rompuy, ont sans doute constitué un endroit privilégié de ces rencontres, même aujourd'hui à Milan. Les rencontres informelles sont aussi importantes, comme je crois pouvoir le dire sans révéler un secret d'État, les petits déjeuners hebdomadaires en tête-à-tête entre M. Durão Barroso et M. Van Rompuy. Pourrais-je conclure cette laudatio par un haïku de M. Van Rompuy qui, comme on le sait, apprécie particulièrement cette forme poétique japonaise. Un haïku qu'il a déclamé peu après sa nomination à la tête du Conseil européen, certes dans un autre conseil, mais que je trouve suggestif pour évoquer ce moment présent. Trois vagues déferlent, abordant ensemble au port. Le trio est rentré. Mais peut-être pourrions-nous adapter ce haïku. Trois vagues ont déferlé aux abords du Le Mans. Le trio est honoré. Je vous remercie de votre attention.